Merci, merci, cher ami. Très clair, comme d'habitude. Bravo. Et en attendant de voir s'il y a des questions, on va passer la parole à notre ami Charti qui devait se joindre à nous, mais malheureusement, il est à Rabat. Donc, est-ce qu'on peut te voir? C'est Mohamed Charti? Oui, bonsoir. Mais Bonsoir. on t'entend, on t'entend. Oui, Est-ce que tu veux merci, apporter docteur un Lemir, commentaire? cher ami Moustafir, Hamid, content de te voir de loin. Merci à tout le monde, merci à l'AMCAR, au président Sichraibi, Sinejmeddin, merci de ta belle présentation. Bouche, te revoir. Donc la combinaison c'est Nejmeddin, professeur Bouche, professeur Moustafir me rappelle donc les staffs et beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers qu'on faisait à la cardiologie B. Et donc on s'est réjoui de se rejoindre dans ce congrès. J'ai rapidement, si vous le voulez bien, quatre petites questions. Donc si on veut faire profiter tout le monde, je poserai déjà une première question à mon ami Hamid, à partir de quel moment après un trouble de rythme, c'est-à-dire combien de jours, de semaines, une cardiomyopathie rythmique va s'installer? Est-ce qu'on a un délai moyen? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques semaines, quelques mois? Voilà la première question. Alors, en expérimentation, 3 semaines sont suffisantes pour installer une cardiomyopathie rythmique. 3 semaines. Donc, par contre, les extrasystoles ventriculaires, ça je parle de la fibrillation atriale, pour les extrasystoles ventriculaires, le délai est un peu plus long et on exige au moins 3 mois d'évolution pour retenir le diagnostic de cardiomyopathie rythmique. Donc 3 semaines, 3 mois. D'accord. Alors, juste toujours une question de durée, et c'est la hantise du cardiologue et du médecin aussi qui suit ces patients-là. C'est de faire le lien entre le trouble de rythme et la cardiomyopathie. Mais une fois établi, on espère de façon rétrospective à ce qu'il s'établisse. Après, quand on a retrouvé une bonne fonction ou un rythme sinusal ou une ablation, est-ce que les anticoagulants, on va les arrêter? Tous les anticoagulants, si Mohamed, c'est une affaire, encore une fois, de Chats-Vasque lorsqu'on parle de fibrillation atriale. Ça n'a rien à voir avec une restauration du rythme normal. Et tu le sais très bien que lorsqu'on restaure un rythme normal, eh bien, il va falloir obligatoirement calculer le Chats-Vasque. Si le Chats-Vasque permet l'arrêt des anticoagulants, eh bien, on va les arrêter. Mais si tu as un Chats-Vasque à 5 ou à 6, même si tu retrouves un rythme normal, eh bien, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est autorisé à arrêter l'anticoagulation ou pas? En ce qui me concerne, lorsque une fibrillation atriale est responsable d'une cardiopathie dilatée, lorsqu'elle disparaît sous la restauration du rythme sinusal, ça ne fait enlever qu'un point au Chats-Vasque. Si le Chats-Vasque reste élevé, eh bien, il va falloir anticoaguler au long cours. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Et aussi, peut-être qu'en joignant les deux présentations, en parlant d'innovation en rythmologie et ces troubles de rythme de fibrillation auriculaire paroxystique qui notamment peuvent entraîner vers la cardiomyopathie rétrospective, et comme tu l'as dit dans plusieurs webinaires, Abdelhamid, c'est qu'il est difficile de suivre cette fibrillation auriculaire quand elle est paroxystique. Et donc, on n'arrive pas à déjà la dépister. Et tu as bien insisté sur plein d'interventions, qu'on n'arrive pas à la dépister. Et je me retourne sur notre ami Nejmeddin. Est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant, au-delà du Holter implantable, qui quand même va être pris pour quelques mois, voire même 18 mois en moyenne, pour dépister ces fibrillations auriculaires? Est-ce qu'il y a des moyens technologiques maintenant ou des percées pour arriver à diagnostiquer cette fibrillation paroxystique qui pourrait donc échapper à pas mal de médecins et donc nous on est face à un risque qu'on ne voit pas. Oui, merci pour cette question. Enfin, concernant le dépistage,
Alors, ça me fait penser à une étude qui a été réalisée en Suède il y a déjà quelques années, hein, il y a au moins 7-8 ans. Et au fait, ils avaient dépisté la FA en remettant tout simplement à des, j'allais dire, des patients, à des sujets de plus de 65 ans. Ils leur ont remis tout simplement un smartphone. Et avec ce smartphone, ils étaient capables de dépister la FA chez un bon nombre de patients. Et avec un calcul statistique assez savant, ils ont montré un pourcentage significatif de patients chez qui ils ont pu éviter l'AVC ischémique. Ça, c'est un premier point. Classiquement, on commence par faire un holter. Alors, si le patient ne fait rien, bon, on n'enregistrera rien. Et on a de plus en plus aujourd'hui le recours au holter implantable, qui n'est plus implantable, il est juste injectable. C'est un tout petit device qu'on injecte sous la peau. Hein. C'est une toute petite incision de moins d'1 centimètre et il fonctionne avec une batterie qui dure 3 ans et on a tout le loisir d'enregistrer n'importe quel trouble du rythme. Alors, il y a ça. Le coût, il est cher. Hein. Il reste très, très cher. Et donc, c'est ça qui est prohibitif, hein, le holter implantable. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur les objets connectés, que ce soit les smartphones, que ce soit les montres, que ce soit un tas d'autres trucs. Alors, j'avais montré une diapo sur laquelle il y a pas mal d'objets connectés. Au fait, ils reviennent beaucoup moins cher que le holter implantable, avec des tracés de plus en plus vraiment d'excellente qualité, comme je le rappelais. Moi, je recommanderais ça. Si on a un doute, je pense effectivement qu'il vaut mieux s'équiper d'une montre hein, qui permet d'imprimer un truc du rythme. C'est quelque chose ici, de là où je suis, l'endroit où je me trouve actuellement. C'est vrai que les patients sont équipés de ce genre de choses et c'est pas rare qu'ils viennent nous montrer les tracés qu'ils ont imprimés. J'en reviens pas de la qualité des tracés qu'on a de plus en plus avec ces objets connectés. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Président? Oui. Alors, tout ce qu'a dit mon ami Nejmuddin, que j'embrasse au passage, est vrai pour l'AFA symptomatique. Les appareils connectés sont utiles pour l'AFA symptomatique. Le holter implantable, il est cher, mais il garde tout son intérêt lorsque l'AFA est asymptomatique, malheureusement. Et donc, il va falloir justement faire l'exercice, combien difficile, de sélectionner un certain nombre de patients pour leur implanter ces holters implantables, malgré leur prix. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Vas-y. Si Hassan Mir, il va m'arrêter s'il le faut. Non, tu peux pose. J'ai une question qui parvient d'un cardiologue. C'est un cas clinique qu'il a suivi, et un patient qui avait une cardiomyopathie rythmique sur une fibrillation auriculaire de longue date, et qui avait été donc traité par anticoagulant et réduite, où il avait choisi à un certain moment de réduire la fréquence cardiaque sans aller vers l'ablation, après de longs mois et années de suivi. On a découvert une hyperthyroïdie. La question qui se pose, c'est que le bilan a été fait thyroïdien à 2 ou 3 reprises. Il était revenu normal chez quelqu'un qui avait une fibrillation auriculaire à près de 150 battements minute pendant près de 3 semaines lorsqu'il l'a côtoyé. Et il avait à ce moment-là une dysfonction à 30% de fraction d'éjection. Alors, est-ce que ce bilan thyroïdien, dans ton expérience, Abdelhamid, est-ce que tu le répéterais s'il était normal dans une fibrillation auriculaire avec dysfonction, en cherchant cette étiologie qui reste cachée? Je vais être très honnête, je ne vais pas le répéter, c'est le bilan initial est négatif, sauf si j'ai des éléments cliniques. Vous savez que l'hyperthyroïdie, et ça ce sont mes réflexes de médecine interne, parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir commencé en médecine interne, qui montre que l'hyperthyroïdie a une symptomatologie extracardiaque tellement riche qu'on peut penser à ça lorsqu'on a des signes là. Par contre, je ferai un bilan thyroïdien régulièrement si le malade est sous amiodarone. Si l'antiarythmique a été utilisé, là, il faut faire un bilan thyroïdien systématiquement à intervalles réguliers, au moins 2 fois par an, car on sait que les malades sous amiodarone, eh bien, dans 50% des cas, au bout de 2 ans, vont présenter des effets secondaires de l'amiodarone. Mais je t'avoue que si le malade n'a pas de signes cliniques et que le bilan initial est normal, je ne vais pas le refaire systématiquement. D'accord.
Alors, professeur Bouch, Sadi Hassan Mir, si vous avez d'autres questions, Oui. comme ça je ne monopolise pas la parole. Ouais. Alors, déjà, je vais continuer avec Sivou Sarfir, parce qu'il est là. Il est pour lui poser quelques questions concernant la cardiomyopathie dilatée rythmique. Je voulais savoir, parce qu'on nous pose souvent la question, par rapport à la charge des extrasystoles supraventriculaires. Autant on sait qu'à partir de 10%, c'est assez critique, il faut surveiller les patients, même s'ils n'ont pas de CMD, parce qu'ils risquent d'en avoir. Mais on ne sait pas trop pour les extrasystoles supraventriculaires. Ça, c'est une première question. Ma deuxième question concerne les patients qui font des CMD rythmiques, qui récupèrent après retour en rythme sinusal, mais chez lesquels on trouve qu'il y a un scar, qu'il y a une fibrose à l'IRM. Alors, qu'est-ce qu'on en fait chez ces patients? À quelle fréquence il faut les surveiller pour essayer de détecter, rechercher un risque de mort subite, etc. Et puis, la dernière question, enfin, c'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport au CMD, on va dire surajouté, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une cardiopathie, mais qui aggrave brutalement sa fraction d'éjection, qui descend par exemple de 40 à 30%. Il y a toujours, c'est juste pour dire qu'il y a toujours un gain à traiter les extrasystoles ventriculaires s'ils sont très nombreuses, parce que le patient en général récupère quelques points dans sa fraction d'éjection. Donc je te laisse répondre d'abord à ces deux questions. Alors la première, les auteurs ne donnent pas de chiffres, mais il insiste sur la répartition diurne et nocturne, sur la permanence des extrasystoles. Le bigéminisme, le trigéminisme sont très pourvoyeurs de cardiomyopathie rythmique à l'étage atrial. Mais il insiste sur surtout l'homogénéité des extrasystoles le jour et la nuit. C'est-à-dire que le cœur ne se repose pas. Mais il n'y a pas un chiffre comme les extrasystoles ventriculaires, où il y a un consensus sur les 10%. Alors, la deuxième question, c'est pour la séquelle. Ben, honnêtement, la séquelle, ça dépend si on est parti d'une cardiomyopathie secondaire à une fibrillation atriale, ou bien une cardiopathie secondaire à une extrasystole ventriculaire. L'approche n'est pas du tout la même. Et de toutes les manières, là, on part sur un ventricule gauche qui est de bonne qualité après avoir restauré une fraction d'éjection correcte. Je pense qu'on va l'évaluer classiquement avec un holter et au plus avec une stimulation ventriculaire programmée, car c'est un examen qui quand même doit revenir, en particulier dans notre pays, doit revenir et retrouver une place pour sélectionner les malades à qui on va proposer un défibrillateur. On sait que la mort subite survient plus fréquemment sur les bons VG, d'accord? Mais avec une cicatrice, comment la faire? Je pense que si j'ai une exploration électrophysiologique négative, je laisserai une petite dose de bêta-bloquant et je ne mettrai pas de défibrillateur. Pour la troisième question, juste une petite remarque comme quoi on améliore les patients même s'ils ont déjà une cardiopathie sous-jacente. C'était juste une remarque. Ouais. Il y a un autre problème, et Najmuddin va être tout à fait d'accord avec moi, ce sont ces malades qu'on resynchronise. Oui. Ces malades qu'on resynchronise, mais qui gardent des extrasystoles ventriculaires, qui vont aggraver la fonction ventriculaire gauche. Là, il va falloir vraiment proposer ce genre d'ablation. Mais malheureusement, comme tu le sais très bien, il n'y a pas de centre, ni à Casa, ni à Rabat, de centre qui a les moyens techniques, qui a les cartographies techniques, qui a la multipluralité des opérateurs pour laisser un peu de temps pour faire ce genre de technique difficile, malheureusement. Alors, je ne sais pas si je peux poser quelques questions à Sidi Najmuddin ou tu veux poser d'abord des questions? Non, j'allais lui dire que je n'allais pas lui poser de questions. Parce qu'il a un symposium qui l'attend et je pourrais peut-être lui poser après. Tu veux poser à Najmuddin maintenant? Oui. Pour Najmuddin, en fait, je voulais juste insister sur, parce qu'on parle d'innovation en rythmologie, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est déjà une innovation, c'est le digital health, parce qu'on arrive à faire des congrès comme ça. Et je voulais insister sur ça, je voulais sensibiliser tout le monde. J'en avais déjà parlé à mes collègues, rythmologues, comme quoi c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir ensemble. Il faut qu'on lance ça chez nous au Maroc, parce que malheureusement, la télémédecine nous manque, aussi bien
la télémédecine pour les cardiologues de ville que pour nos rythmologues, les interrogations des devices à distance. Je pense que c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir, il ne faut pas lâcher, il faut le faire maintenant. Alors, pour ces Nejmeddine, je voulais avoir ton avis sur une technique un peu innovative qui s'intéresse aux patients qui ont des dysfonctions VG, mais mid-range, c'est-à-dire qui ont des FE entre 40 et 49%. Il y a une technique qui a été lancée qu'on appelle la modulation de la contractilité cardiaque, et en fait qui consiste à mettre 2 sondes standards de stimulation au niveau du septum interventriculaire. Et on a observé qui sont reliés à un générateur qui fait des stimulations séquentielles et que ça a amélioré ces patients parce qu'on sait qu'on est très limité chez cette population, on ne sait pas quoi leur proposer. Je ne sais pas si tu as une expérience, Nejmeddine, ou qu'est-ce que tu en penses? Merci Rachida pour cette question. En fait, petite expérience, comme la plupart des centres. Au fait, il y a eu l'histoire de la validation de la technique en Europe. Hein. Il n'y a toujours pas l'approval. Et donc, c'était dans le cadre d'études. Ici, comme ça dépend des États-Unis et que le système a été approuvé aux États-Unis, on a eu donc l'opportunité d'en implanter quelques-uns. Mais c'est compté sur le nombre des doigts d'une main. Au fait, ça s'adresse aux patients insuffisants cardiaques avec une fraction d'éjection soit préservée, soit altérée, mais qui a des QRS fins. Au fait, il ne relève pas d'une resynchronisation du CCM. Je dois t'avouer qu'on a eu des améliorations assez spectaculaires avec quasi normalisation de la FE, mais je me suis toujours demandé est-ce que ce n'était pas dans le cadre d'une cardiopathie rythmique et finalement le CCM ou pas, peut-être que le patient se serait amélioré. Pas une grande expérience, une place très limitée, je dirais une niche, c'est les QRS sans fin. Alors, à éviter chez le patient qui ont des fractions d'éjection en dessous de 25%. 25 jusqu'à 49%, ça peut être des bons candidats. En tout cas, il a été approuvé aux États-Unis, les études sont en cours. À mon avis, c'est un petit peu trop prématuré pour l'imaginer en pratique clinique courante. Alors, avant de clôturer, juste une petite question rapide, réponse rapide. Est-ce que tu crois vraiment, tu es convaincu que dans quelques années ou dans les années à venir, on n'aura plus de pacemaker vasculaire et seulement implantable? Et puis, on a vu tellement d'évolution sur la rythmologie interventionnelle et pas du tout en pharmacologie. Est-ce que l'avenir, il n'y aura que de l'interventionnel et pas de médicaments? Oui, merci Hassan. C'est deux très très bonnes questions. En fait, je commencerai par la dernière. Tu sais, en ce qui concerne l'approche pharmacologique en rythmologie, c'est très décevant. Depuis plus de 40 ans, on vit avec les mêmes molécules. Hein. C'est la même classification de Vaughan-Williams, rien de bien nouveau. Il y a une investigation qui concerne quelques molécules, classe 3 notamment, pour remplacer l'amiodarone, mais pour le moment, c'est au stade de l'investigation. Tu as bien vu sur les dernières recommandations européennes concernant la flécaïne, c'était vraiment, ça a diminué comme peau de chagrin, et même le sotalol, il faudrait quasiment plus le prescrire. On se retrouve avec quoi? Avec de l'amiodarone, somme toute. Hein. Donc vraiment, c'est très décevant l'approche pharmacologique. En même temps, concernant l'ablation, on ablate quasiment tout aujourd'hui, incluant la fibrillation ventriculaire, hein, pourvu qu'on chope l'ESV qui est initiatrice de l'événement, mais quasiment tous les autres troubles du rythme sont ablatables. Et donc, il y a un gain, je n'ai pas le temps pour te montrer la diapo, mais il y a un gain énorme de l'ablation par rapport à l'approche pharmacologique qui, de toute manière, on le sait depuis de très nombreuses années, était très décevante. Quel que soit le trouble du rythme, l'efficacité des antiarythmiques reste très médiocre, ne dépassant pas à tout casser 40% à peu près de maintien du rythme sinusal à 1 an. Alors pour le pacemaker, je te rejoins complètement. Au fait, là, on est passé complètement, je vous ai montré pour le pacemaker sans sonde, mais la manipulation génétique et la transformation de cardiomyocytes en de véritables cellules pacemaker,
Au fait, là aussi, faute de temps, mais j'ai des diapos qui étaient très intéressantes où on montre la contractilité juste par la manipulation génétique de ces cardiomyocytes. Je pense que dans l'avenir, le remplacement du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire par ces cellules pacemaker, je pense que ça va remplacer en effet les pacemakers, mais il faut attendre encore plusieurs années. La parole à Siham.